Frédéric Delavie, bonjour. Bonjour. On vous connaît surtout pour être un auteur et co-auteur de best-sellers sur la musculation et la diététique, mais vous venez de sortir un livre qui s'intitule « L'éveil des consciences ou comment devenir un homme libre ». Pourquoi ce livre? Et pouvez-vous ici nous livrer un petit résumé? Alors pourquoi ce livre? Alors juste avant de parler de mon livre, j'explique quand même qu'aujourd'hui on est le 1er décembre et que je fais une conférence avec vous à Nantes. Et je suis très heureux de la faire, mais je regrette de ne pas pouvoir être en première ligne face à notre pouvoir corrompu pour dire mon mécontentement et pour dire au peuple qu'il faut en finir avec ce système politique abject et que le peuple puisse devenir libre en proposant lui-même ses lois et en les votant, et ne pas laisser faire ça à des cochons au Sénat ou à l'Assemblée. Voilà. Alors maintenant, je vais répondre à cette question. On voit dans mon livre ce qui s'appelle « L'éveil des consciences » ou « Comment devenir un homme libre ». Ce qui m'a donné envie de faire ce livre, c'est d'avoir compris qu'on était élevé dans le mensonge ou plus souvent dans l'incompréhension des systèmes énergétiques qui nous gouvernent. Et ce livre est fait en fin de compte pour décortiquer en fin de compte ce qu'est l'être humain, comment nous sommes devenus ce qu'on appelle des hommes, donc ces animaux si particuliers qui ont la capacité verbalisée de dire je suis, j'étais et je serai, et ainsi d'avoir conscience de qui ils sont réellement, mais aussi avoir cette capacité de préméditer des actions. Et en ce 1er décembre, on peut voir cette capacité de se rebeller contre des gens qui ont prémédité un esclavage, l'esclavage de notre peuple. En fin de compte, c'est quelque chose de classique. Tout ça sont des relations énergétiques, mais maintenant, il faut rentrer dans l'âge de l'échange plus que dans l'âge de la prédation, dans lequel on est resté très longtemps. Voilà. Alors cet ouvrage est édité aux éditions Humaine Évolution, donc qui est votre propre maison d'édition. Est-ce que la libre entreprise est un facteur d'épanouissement pour l'homme contrairement au salariat? Et avez-vous vous-même déjà été salarié? Alors, je n'ai jamais été salarié, puisque mon travail, je suis auteur, donc je suis travailleur non salarié assujetti au régime des droits d'auteur. Donc ça, c'est le système français. Mais effectivement, un homme peut s'épanouir en général dans la création d'entreprise, dans la possibilité de s'épanouir en créant ce qu'il désire créer. Et dans le salariat, beaucoup de gens sont forcés d'y rentrer, bien que je connais beaucoup d'individus qui s'épanouissent dans des boulots salariés quand ils vont dans une entreprise où il y a une vie sociale agréable, où il y a un patron, en fin de compte, qui est tout simplement un entrepreneur qui aime créer et qui aime créer des choses, des produits, des services, mais aussi de l'emploi et du lien social. Donc on peut trouver les deux, mais on voit qu'actuellement, en France, créer des entreprises, être un entrepreneur, quand on part de rien, c'est quasiment impossible. Et le système est fait justement par la complexité de ses lois et par une fiscalité extrêmement lourde, est faite pour empêcher les gens de monter socialement, pour tout simplement les maintenir au rang d'esclaves dans des petites sociétés où des patrons eux-mêmes sont pris à la gorge par un système fiscal qui est fait pour, on va dire, engraisser des cochons de la politique qui rentrent en politique des fois, parfois par conviction, et qui restent pour l'appât du gain, pour l'argent que cela génère et pour tous les avantages, appartements, réduction, pouvoir qui te permet d'avoir les meilleures places dans les restaurants, les restos gratuits, les chauffeurs, les maîtresses, les putes, et puis les petits chitons quand ils sont gays. On trouve en France, malheureusement, c'est un pays qui est corrompu par son système. Alors vous parliez en préambule des Gilets jaunes. Alors justement, les Gilets jaunes, donc là, on vient de voir un ras-le-bol. Alors ils ont bloqué une bonne partie de la France déjà la semaine dernière, ils recommencent cette semaine. Peut-on dire que cette initiative est bonne, tant sur le fond que sur la forme? Alors, au début, j'étais très en colère après eux. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo, très en colère après la façon dont était menée cette rébellion, on va dire, contre le système, puisqu'il bloquait, en fin de compte,
toute l'activité économique du pays par ce ras-le-bol. Ce qui est une grave erreur parce qu'il bloque les entreprises, les petits entrepreneurs, et ils leur font perdre beaucoup d'argent. Et dans un monde sans frontières, du libre-échange, on est déjà pris à la gorge par une fiscalité énorme. Ils sont en train de tuer l'économie française, des gens qui essayent de s'en sortir. Mais je suis vraiment heureux de la façon dont ça a tourné. Ils ont compris qu'il ne fallait pas bloquer les Français. Et on voit tous les gilets jaunes affluer en masse vers les centres du pouvoir et essayer de les bloquer, que ce soit les préfectures, les centres des impôts, l'Élysée, pour montrer leur mécontentement sans détruire l'économie, parce que l'économie, c'est nous. Donc on ne peut pas se chier dessus. Je veux dire, quand on n'est pas content d'un système, on ne va pas casser notre maison, on ne va pas se faire caca dans la culotte. Il faut aller montrer devant les gens qui nous exploitent qu'on ne veut plus être leurs esclaves et qu'on ne veut plus financer une caste de politique qui nous prend à la gorge, tout simplement. Et ça, je suis très heureux. C'est la première fois que je vois en France des grèves qui ne sont plus des grèves de blocage du peuple, mais des grèves à la Robin des Bois, où on va directement affronter le pouvoir qui nous oppresse, c'est-à-dire les taxes, le pouvoir qui nous taxe et qui nous prend à la gorge et qui empêche notre pays de se développer. Alors, vous résidez en Hongrie, comme vous avez pu l'expliquer dans certaines de vos vidéos. Pourquoi avoir choisi la Hongrie? Alors, j'ai choisi la Hongrie parce que déjà, je n'avais pas les moyens à l'époque d'avoir un appartement convenable à Paris, puisque le prix des loyers est extrêmement élevé. Et j'ai rencontré une Hongroise il y a plus de 20 ans de ça, et je suis parti là-bas et je suis tombé amoureux du pays, de la mentalité. C'est un pays de paysans, très villageois, très tribal, avec des liens villageois que j'aime bien, un peu qui doivent rappeler sûrement les liens villageois qu'il y avait dans la France d'il y a 50 ans. Et je m'y suis senti bien. Donc je suis resté en Hongrie, mais en tant que Français, je tiens à dire que je paye 100% de mes impôts en France. Certains me disent que je suis con, et moi j'ai dit non, ça me rend légitime pour dire mon mécontentement que j'ai du système politique que nous avons, et puis en fin de compte de cette dictature, puisqu'on ne fait que mettre au pouvoir des individus qui font des lois qu'on ne désire pas en fin de compte. Donc on choisit A ou B, faisant des lois en fin de compte fiscales pour les arranger, non, pour arranger le peuple. Et ils sont mis au pouvoir par les gros organes de presse qui appartiennent justement aux grosses puissances économiques pour qui nos gouvernants vont travailler. Alors attention, là-dessus je voulais expliquer quand même quelque chose aux gens qui m'écoutent. Ce n'est pas les gens qui mettent au pouvoir nos politiques, qui nous prennent à la gorge et qui nous taxent. Ces gens-là veulent simplement que nos politiques fassent une politique internationale avec un soutien de l'armée pour les aider dans la prédation ou dans leur installation dans des pays comme l'Afrique, la France-Afrique, avec l'armée française qui les aide. Ce sont des luttes de superpuissance pour les matières premières, que ce soit le pétrole, le cacao, le gaz ou autre, ou les constructions. Donc ce sont des luttes de grosses sociétés, même le thé, tu vois, donc de grosses sociétés qui, elles, financent, par exemple, en France, nos politiques pour que ces politiques fassent une politique, les aident avec l'armée, par exemple, ou avec leur diplomatie pour s'imposer dans des pays et que ces grosses sociétés puissent générer des bénéfices dans ces luttes entre grosses puissances économiques. Mais ce n'est en aucun cas ces grosses sociétés qui nous prennent à la gorge. Il ne faut pas, même si ceux qui mettent les gens au pouvoir, ce n'est pas eux qui nous oppressent. Ceux qui nous oppressent, c'est un système politique trop lourd, mal géré, qui vit sur un peuple de travailleurs, les Français, qui sont pris à la gorge pour faire vivre un État trop gourmand, mal géré, et en fin de compte qui tue notre pays et qui va faire qu'on est on voit les gilets jaunes dans la rue actuellement parce que les gens sont pris à la gorge. Alors, pour un mec comme moi, ça passe, mais je suis quand même en première ligne avec eux, j'y étais samedi dernier, mais pour des gens à qui on augmente l'essence ou qui voient une augmentation de l'électricité, c'est la fin du mois, on ne mange pas. Alors on n'est pas encore en famine, puisqu'on peut nourrir les pauvres aux calories vides, comme on dit, avec des chips, du chocolat de merde et puis de la bouffe de merde, qui est remplie de calories de merde. Mais les gens ont du mal à vivre. Ils s'habillent avec des habits chinois de mauvaise qualité et on commence maintenant à voir la fin du mois, on ne mange plus. On arrive dans des supermarchés, je sais que là en Bretagne, il y en a qui font des droits au découvert
pour pouvoir, des supermarchés, hein, pour permettre aux gens de pouvoir continuer à acheter de la nourriture en fin de mois. Dire que on arrive à un niveau qui est quand même grave. Alors moi, ça va. Hein. Moi, personnellement, je suis au restaurant tous les soirs. Un restaurant à 11 euros, 12 euros, je m'en fous. J'ai mes potes qui ont des restos, je me fais une entrecôte. Mais ce que je fais, moi, c'est pas du luxe. Hein. Y en a, ils peuvent pas le faire. Et il y en a, ils peuvent même pas manger à la fin du mois. Ou ça reste que des pâtes de merde. Ils peuvent pas emmener leurs enfants en vacances. Alors, c'est pas grave, on devrait être bien dans son village, tout ça, ce n'est pas fondamental. Mais ils sont vraiment dans la merde, parce que là, ça touche la nourriture. Hein. En parlant de peuple, le peuple hongrois, lui, a repris son destin en main depuis l'arrivée de Viktor Orban. En France, on a vu Emmanuel Macron devenir président. À votre avis, est-il possible que la France suive l'exemple de la Hongrie ? Suivre l'exemple de la Hongrie, même des États-Unis, parce qu'on a eu l'élection de Trump, qui est une élection qui est quand même voulue par le peuple. Hein. On pensait pensait que Clinton allait gagner, et on a vu arriver Trump au pouvoir. Trump, qui avait derrière lui, en vérité, des énormes puissances économiques, qui était le gaz de schiste, hein, qui avait été opprimé par les pétroles et les gaz conventionnels, qui appartenaient au gros groupe qui soutenait Clinton. Hein. Donc mais il n'a pas été élu par les gens du gaz de schiste, même il y avait des aides de la Russie pour les médias, tout ça, mais il a été élu par le peuple qui en avait marre des mensonges de la bande à Clinton, donc la bande à Obama, qui disait, quand ils allaient dans le monde aider les opprimés, qui faisaient vraiment de la prédation énergétique hein, sur le monde, hein, tout simplement, et qui ne faisait pas une politique, on va dire, sociale correcte aux États-Unis. Et Orban, on voit qu'il y a eu un ras-le-bol en Hongrie. Alors à l'époque, c'était l'époque du MSP, je crois, je ne me souviens plus comment il s'appelait, qui a été dégagé, un peu comme on voit ce que l'on peut voir actuellement en France avec les Gilets jaunes. C'est exactement la révolution qu'il y a eu avant Orban. Hein, et Orban a été réélu, donc ça fait 2 fois de suite, je crois. Et quand le Premier ministre du MSP s'est fait dégager, les Hongrois étaient tous les jours dans la rue, et il y a eu exactement les mêmes scènes qu'on peut voir en Hongrie, si vous regardez, qu'il y a maintenant en France. Donc des gens qui en avaient un ras-le-bol, qui étaient dans la rue en permanence en train de manifester. Hein, et on a vu justement, à force, la disparition de ce parti et l'arrivée d'un parti dit populiste en Hongrie, qui est le parti d'Orban, qui avait été un parti plutôt indépendant, qui laisse vivre les Hongrois comme ils veulent, qui ne surtaxe pas trop les Hongrois, mais là, les Hongrois, c'est encore une autre façon de vivre, puisque tout le monde est propriétaire, déjà, quasiment, puisque c'est un peuple d'agriculteurs à la base, hein, donc tout le monde, c'est un peu de paysans, ils sont encore très très paysans, tout le monde a un cousin, une grand-mère, un grand-père, un papa ou une maman qui a sa petite maison, ses cochons, donc les gens peuvent justement vivre avec moins, et peuvent, si vous voulez, faire des révolutions ou refuser de travailler quand ça les arrange. Mais Orban bosse quand même avec l'Allemagne, hein, puisque pour que Orban soit au pouvoir, il faut quand même qu'il y ait en même temps du travail, et ce travail est donné par toutes les usines allemandes qui s'installent, hein, c'est la guerre, hein, c'était une guerre économique, en Hongrie, où la Hongrie construit, en vérité avec les aides européennes, c'est-à-dire que les Allemands qui piquent de l'argent à tous les pays d'Europe, pour le redistribuer à tous ces pays de l'Est, hein, qui sont en vérité les bases où l'Allemagne produit tous ces produits qui sont inventés dans ces Länder par les ingénieurs allemands, et des fois aussi inventés par les ingénieurs hongrois, tchèques, slovaques. Mais en échange, Orban fait un maintien, on va dire, du salaire des ouvriers à 400 €, 400, 500, ce qui est très bas, mais le coût de la vie est quand même inférieur, et les Hongrois en général ont des associations, des groupes, et même ils sont très communautaires au sein des usines, des sociétés. Il y a tout le temps des avantages pour partir en vacances, on a les crèches, et dans les villes, il y a des avantages, les petits villages, il y a des avantages énormes pour tous les gens des villes, avec des associations sportives, et plein d'associations, par exemple des garderies high-tech pour les enfants, des espaces des aqualands ouverts à tout le monde pas cher, qui permet en fin de compte aux Hongrois, même s'ils n'ont pas d'argent, d'avoir accès à une vie de village et des fêtes en permanence. C'est un peuple festif, ce qui leur fait oublier en fin de compte le fait qu'ils ont des salaires un peu bas. Mais il n'y a pas que des avantages. Mais bon, hein, quelqu'un qui n'est pas hongrois, vivre en Hongrie, c'est très dur, parce que ça demande avant de s'être tissé, quand on est hongrois, un réseau de villages, un réseau communautaire qui te permet d'avoir beaucoup d'avantages en plus de ton petit salaire.
De plus en plus de peuples choisissent donc de se tourner vers des politiques nationalistes. On vient d'en évoquer quelques-unes. Il y a aussi dernièrement les Brésiliens avec l'élection de Bolsonaro. Le nationalisme est-il pour vous une forme d'éveil des consciences de la population ? Oui, bon, le nationalisme ou vivre avec les traditions que l'on a, c'est-à-dire que le nationalisme, même la religion, on va dire la culture, on s'en fout, ce sont des mythes qui sont faits pour unir les gens dans des fêtes communes ou dans des rites communs qui leur permettent, en fin de compte, d'être, en étant plus unis, de vivre plus heureux, tu vois, tout simplement. Donc c'est toujours bien de pouvoir créer un lien par des fêtes et par des cultes communs, que ce soit des cultes nationalistes, des cultes religieux, en prenant bien sûr du recul, ce que font très bien les Hongrois, parce qu'il n'y a rien, contrairement à ce qu'on pense, il n'y a rien de moins religieux qu'un Hongrois, mais le Hongrois pratique ses rites religieux et fait ses fêtes hongroises en permanence pour s'unir, en fin de compte. Ils sont tout le temps en train de célébrer quelque chose, même s'ils ne sont absolument pas, quand on les connaît de près, religieux. Ils savent que tout ça n'a d'importance que par l'union qu'entraîne le rite, que ce soit un rite culturel, une fête, une victoire, une défaite. Ils sont très forts pour fêter les défaites, puisqu'ils sont souvent perdus, tu vois, ou pour fêter des fêtes religieuses qu'ils aiment aussi, mais ils ne croient pas aux dogmes, ils les utilisent uniquement pour s'unir, de façon très intelligente. Vous-même, vous sentez-vous nationaliste ou vous êtes avant tout un patriote ? Je me sens citoyen du monde. Ça va plaire à tout le monde. Je me sens citoyen du monde. Non, partout. Moi, je sais que quand on va quelque part et quand on vit quelque part, le but, ce n'est pas forcément de croire à ce qui est dit, mais de vivre comme les gens, donc de faire les mêmes fêtes que les gens dans le pays avec qui tu vis. Tu vois, c'est tout simplement ça. Moi, quand je suis à Noël, j'adore la fête du petit Jésus. C'est beau. C'est le retour de la lumière, le retour de la vie, c'est le symbole. C'est l'enfant, donc c'est la vie qui arrive. C'est la vie qui se continue dans nos enfants. Et puis en même temps, c'est un ancien rite païen qui était, en fin de compte, le solstice d'hiver. Donc c'est les premiers jours après les premiers jours qui commencent à rallonger après les ténèbres. En fin de compte, c'est le retour de la lumière et l'espoir par ce petit garçon. Et on est tous unis en disant « Ah, la bonne saison arrive !» Et unissons-nous dans ces fêtes familiales, que l'on croit à Jésus ou que l'on n'y croit pas. Il n'y a rien de mieux qu'un Noël en famille ou qu'un Noël à l'église. Moi, je sais que je vais souvent à Saint Thomas d'Aquin, à Paris. J'avais un ami prêtre et j'allais fêter avec lui. Il chantait merveilleusement bien aussi. Et j'allais avec lui parce que c'était mes amis. Et puis il y avait les vieilles familles du 7e qui étaient là, adorables. Et après, il y avait un dîner qui était organisé. C'était une façon de se réunir entre amis autour d'un petit Jésus qui est un être, même si il est un peu mythifié, qui porte des valeurs qui sont fantastiques, qui sont des valeurs universelles d'amour, de partage et de compréhension que Dieu est en nous tous. Est-ce que les années à venir s'annoncent compliquées pour les peuples ou voyez-vous des motifs d'espoir ? Mais moi j'ai toujours de l'espoir parce que de toute façon tout s'arrange. Au bout d'un moment, la vie est faite de cycles et de déséquilibre et de rééquilibrage permanent. Alors de toute façon, que ces rééquilibrages se fassent dans le sang, dans les larmes et la violence, ou qu'ils se fassent par l'intelligence, il y a toujours rééquilibrage, c'est la nature. Maintenant, nous avons des moyens de communication et il serait plus intelligent de les faire dans la discussion, dans le rééquilibrage intelligent, dans le calcul, plutôt que dans des convulsions violentes, comme on est en train de voir actuellement. Mais bon, si notre gouvernement veut des convulsions, il les aura, que voulez-vous. De toute façon, le monde continuera à exister, et quoi qu'il arrive, des petits-enfants continueront à naître, et l'Esprit de Dieu continuera à vivre en nous tous. L'important, c'est que la vie continue, et que nous puissions encore nous aimer les uns les autres. Écoutez, Frédéric Delavier, merci beaucoup.